Qu'est-ce que la communication politique? Quelles sont les conditions d'exercice d'une bonne communication sur la chose politique? La communication n'est pas en dehors de la politique, mais elle en fait peut-être intrinsèquement partie. Question. Comment favoriser la participation aujourd'hui au débat public? Quels sont les nouveaux types de participation envisageables sur base de ces nouveaux médias sociaux, etc., etc. Vous avez tous à la bouche de très nombreuses questions qui seront sans doute évoquées dans le courant de l'après-midi. Nous avons d'abord prévu un keynote speech de Véronique Lecoeur qui sera directement suivi par une discussion. Toute communication politique doit, pour être véritablement efficace, être capable de toucher chacun d'entre nous dans ce qu'il a de sacré. La théorie des minorités actives, c'est quand vous êtes minoritaire, vous tenez un discours, un langage, vous le tenez absolument, vous ne le lâchez pas, et petit à petit, vous verrez que votre langage sera repris par de plus en plus de gens pour désigner la réalité sociale. Exemple de ce lepénisme ambiant qui est petit à petit entré dans le normal, le problème de l'immigration, puis le racisme anti-français, un tas d'autres expressions créées complètement par le Front National et par Jean-Marie Le Pen notamment, sont devenues des expressions, je dirais, courantes. À partir de là, la minorité active, au sens de Serge Moscovici, toujours psychologue social, devient mouvement social. Elle commence à non pas gagner forcément les élections, mais en tout cas gagner les esprits. Et c'est d'ailleurs le propre du gramscisme politique mis en œuvre par ces gens d'extrême droite au sein du Front National dans les années 90. Ce gramscisme politique consistait en une bataille du vocabulaire et le fait de gagner les esprits pour ensuite gagner les urnes. La force de ces partis, je prends le Front National évidemment comme, parce que c'est celui que je connais bien, mais un certain nombre d'autres aux Pays-Bas, un peu en Belgique aussi évidemment, mais aussi en Suisse bien entendu, en Norvège, en Italie, d'autres forces politiques ont utilisé un peu ces mêmes principes. C'est qu'ils ont réussi à mettre en récit, c'est-à-dire en storytelling, en récit global, un double populisme. À la fois celui d'un peuple contre les autres peuples, le populisme ethnos, ethnique. Ils ont réussi à faire en sorte que ça leur soit attribué, cette ethnicisation des rapports sociaux, que les sciences sociales voient à l'œuvre depuis plus de 20 ans. L'ethnicisation est devenue une marque de fabrique du populisme particulier d'un Front National ou d'un Vlaams Belang qui dit oui, il y a des différences entre les gens, qu'ils soient verts, bleus, jaunes, etc. Le marinisme, Marine Le Pen, c'est l'ethnicité plus le protectionnisme, plus une bonne cosmétique. Je pense que c'est ce que j'appelle la cosmétique, c'est l'effet Casimir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Casimir, Casimir était donc ce monstre gentil, qui plaisait aux enfants, et Marine Le Pen, c'est le monstre. C'est d'abord le monstre. Parce que n'oublions pas qu'elle est Marine Le Pen. C'est une Le Pen. Elle est formée par Jean-Marie Le Pen. Elle lui ressemble. On la regarde à la télévision, non pas pour elle-même, mais pour cette différence que l'on veut voir apparaître entre elle et son père que l'on connaît si bien, son père. Et elle, voir en quoi elle sourit quand lui érupte. Elle se moque quand lui hurlait. Elle a les cheveux plus longs, mais elle dit à peu près les mêmes mots, mais différemment. Je vais quand même vous présenter les autres intervenants. Donc nous avons remis en Lecoeur Patrick Bastianakels, qui est Business Development Director chez Mostra, une agence de communication qui travaille essentiellement avec les institutions européennes. Donc depuis une vingtaine d'années, il a de l'expérience justement dans la stratégie autour des campagnes de communication, avec un démos cette fois-ci plutôt européen, on va peut-être parler de ça. À côté, ça tombe bien, on a Gilles Gantelet qui est un ancien porte-parole à la Commission européenne et qui est aujourd'hui chargé de communication à la DG Énergie, donc pour toutes les thématiques énergétiques, donc ça va évidemment des énergies renouvelables jusqu'à Fukushima. Et puis à sa droite, nous avons François Hendrix qui est professeur à l'ULB et donc directeur du département de communication, enfin d'information et de communication à l'ULB. Je voulais rebondir un peu sur le titre de la conférence qui était la communication politique, quels enjeux pour l'avenir. Je pense qu'il y a un premier enjeu, à mon sens, d'avenir pour la communication politique, c'est de continuer à exister.
j'ai le sentiment que cette communication politique, ou plus exactement la communication des institutions publiques, fait aujourd'hui l'objet d'attaques qui ne sont pas neuves, mais enfin qui sont quand même, disons, convergentes, et que moi j'identifie comme venant de trois sources différentes. La première, c'est des attaques venues de l'intérieur, c'est certains experts en communication. La deuxième, c'est des attaques venues de ce que j'appellerais un peu les voisins de palier, c'est-à-dire les gens des médias. Et la troisième, c'est des attaques venues de la part de certains commanditaires de la communication politique. Parce que je pense, moi, qu'il est non seulement légitime, mais en plus nécessaire pour des institutions publiques, pour des organisations sociales et politiques, de communiquer. Je pense que ça fait partie du processus et du système démocratique. Mon intervention, c'est concernant l'Europe. Effectivement, c'est clair que l'Europe a un défi particulièrement complexe, puisque, bon, on parlait tout à l'heure de divorce entre le citoyen et ses institutions. Ben, ce divorce est évidemment particulièrement prononcé par rapport à l'Europe. Bon, vous savez que le Parlement européen, lors des dernières élections, n'a pas réussi à mobiliser plus de 40% des électeurs. C'est quand même évidemment problématique pour une institution qui voilà, représente les citoyens européens de ne pas réussir à se faire élire par plus de 40% des électeurs. Donc il est clair qu'aujourd'hui, l'Europe souffre du fait qu'elle est le bouc émissaire idéal. C'est-à-dire que l'Europe en tant qu'institution, contrairement au Front National, n'est pas du tout capable d'attirer les médias. Il y a eu le cas Bonino, qui est encore célébré pour les communicateurs européens, parce que voir un commissaire descendre avec un filet sur un bateau de pêche ou se faire renverser par un taliban en Afghanistan, c'est des images qui choquent Coco, et ça c'est du bon. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a quand même du vrai là-dedans, c'est-à-dire que l'Europe a quand même de grosses difficultés à donner des images et à atteindre un certain nombre de médias, qui sont principalement les médias audiovisuels et les médias sociaux. On touche encore la presse. Si on regarde la presse écrite, il y a en gros un article par jour sur l'Europe. Donc la presse écrite, qui elle-même est en chute libre, parle d'Europe et n'en parle pas si mal. Il y a des problèmes, mais c'est des choses qui s'améliorent. Mais le gros problème, à mon sens, c'est que l'Europe, les institutions européennes, sont absolument incapables, pour les mêmes raisons d'ailleurs, d'espace public, linguistique, de visage, etc., mais aussi d'événements et de messages, ne sont pas capables d'attirer les télévisions. Des immigrés, des Tunisiens qui arrivent en grand nombre sur l'île de Lampedusa, Marine Le Pen, elle saute sur l'occasion, c'est sa force, c'est-à-dire qu'elle crée l'événement. Elle sait ce qui plaît aux journalistes télévisés et elle y va. Et France 2, franchement, ne serait jamais allée sur l'île de Lampedusa, d'ailleurs, ils ne savaient même pas sans doute où ça se trouvait, jusqu'à ce que Marine Le Pen dit, tiens, j'y vais, et je vais d'ailleurs aider les Italiens à résister à cette porte d'entrée de l'immigration dans toute l'Europe. Et ça, à part quelques cas, en règle générale, les décideurs européens sont bien incapables de le faire, soit parce que les institutions européennes n'osent pas ou n'y vont pas, ou ont peur de le faire parce que ça froisserait les États, soit parce que les leaders des États continuent, eux, à penser communication dans leur État et à usage national, et donc n'ont pas toujours vu l'intérêt qu'ils pouvaient obtenir en élargissant parfois leur public. Les médias marchent par des aventures, des conflits et des crises. Et là aussi, le FN a un grand avantage. Il a l'avantage en plus d'avoir pas gouverné, donc on est arnaqué certes, mais on se rend compte qu'on est arnaqué qu'après l'arnaque. En gros, ce que pensent beaucoup, je crois, de citoyens, c'est de se dire, de toute façon, on est déjà arnaqué. On est arnaqué par l'Europe, on est arnaqué par les partis au pouvoir. Donc, si j'ai bien compris, pourquoi ne pas se faire arnaquer, ou en tout cas de voir si celui-là, l'arnaque est moins grosse. Mais c'est évident, il y a très souvent dans le milieu européen, on voit de grandes difficultés à définir un message. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas de communication s'il n'y a pas un message. Il y a certains communicateurs qui ont essayé, qui ont réussi à arnaquer sur la base d'une communication sans message, mais ça, je crois que c'est fini, les peuples ne sont plus dupes. S'il n'y a pas un message, quelque chose à transmettre, la communication, elle ne sert à rien. Il est un peu malheureux d'ailleurs que généralement, on fait tout, puis à la fin, on dit aux communicateurs, il faut enrober ça maintenant, il faut nous vendre ça. Alors, en fait, la communication devrait être vue bien en amont, plusieurs mois avant, pour préparer le terrain, comme on l'a vu sur des grandes campagnes. Par exemple. Je pense que toute communication suppose des moyens budgétaires. Ces moyens budgétaires au niveau européen ne sont pas suffisants. Juste pour vous donner un exemple, quand le gouvernement français mène une campagne d'information sur l'avenir des pensions, il consacre 5 millions d'euros.
c'est-à-dire à peu près 10 centimes d'euros par citoyen. Si on reporte ça au niveau européen, ça ferait des campagnes à 52 millions d'euros et ça n'existe pas. C'est que généralement, on mène des campagnes pan-européennes avec des budgets qui vont varier entre 200 000 euros et 1,5 million d'euros. Bon, il n'y a pas de secret, à moins que tout à coup les communicateurs européens soient beaucoup plus doués que les communicateurs nationaux, mais ça je ne le pense pas. La communication politique est typiquement quelque chose que tout le monde connaît, mais qu'on va tous définir différemment. Et donc c'est peut-être ça qui est intéressant, en même temps c'est ça qui rend l'examen de la question du jour extrêmement difficile. Si on doit faire la liste des chercheurs actifs sur la communication politique, ce sera une poignée de doctorants, à la fois en Flandre, en Wallonie à Bruxelles, c'est 3 fois. Et ça n'est pas complètement innocent parce que ça signifie que la communication politique, dans les médias notamment, mais aussi dans les partis politiques, dans les institutions publiques, donc ceux qui ont besoin de comprendre et de s'équiper par rapport à la communication politique, le sont nécessairement dans une approche extrêmement empirique, extrêmement pragmatique, orientée résultat, qui ramène souvent l'expertise en communication politique à de simples commentaires. C'est-à-dire que quand on va voir sur les plateaux de télévision les experts en communication politique, ce ne sont généralement pas des gens qui vont apporter une expertise au centre politique, qui vont simplement apporter un commentaire niveau café-commerce plus, si vous voulez, c'est-à-dire niveau café-commerce dans un quartier un peu huppé. Donc, ce qui n'est pas sans intérêt, ce qui n'est pas autosuffisant, c'est-à-dire que ça manque de perspective, ça manque de recul, ça manque de contexte. Donc, outre le fait qu'on a tous une définition différente de ce qu'on entend par communication politique, l'objet communication politique a cette caractéristique particulièrement, à la fois moi je la trouve fascinante, mais difficile du coup à opérationnaliser comme objet d'étude, c'est que c'est un objet qui est à la fois fluide, il bouge énormément, ses contours et sa nature bougent très très vite, plus vite que les rythmes académiques d'ailleurs. Quand vous devez trouver un financement pour une thèse doctorale dans ce pays, vous rentrez un dossier au FNRS à peu près, vous commencez à y travailler maintenant, vous le rentrez en décembre, vous avez une réponse en juillet, pour une recherche doctorale qui va commencer en octobre de l'année prochaine, qui sera terminée en 3 ans et demi, 4 ans ensuite, qui va être soutenue, puis vous allez chercher un éditeur, puis elle va être publiée. Imaginez-vous qu'on commence aujourd'hui à faire une thèse doctorat sur le rôle de Twitter dans les élections en Belgique. Quand le bouquin va sortir, c'est de l'archéologie de communication politique. Donc on est dans une temporalité qui est tout simplement pas celle de la recherche académique. Et donc on est toujours dans l'urgence, on est dans comment gérer la dégradation des institutions publiques en Belgique, comment préparer la prochaine campagne, comment comprendre le rôle d'Internet dans la campagne des présidentielles en France en 2012. Ce sont des questions importantes, mais pour lesquelles on n'est pas équipé, je dirais, d'un point de vue systémique et structurel pour les avoir. Je vais donner juste un exemple là-dessus. On nous interroge souvent sur Twitter. Les journalistes sont très excités comme ça par vague. Il y a des modes. Oui, ils vont s'agiter sur Facebook. Alors que dire de l'utilisation de Facebook par les hommes et les femmes politiques en Belgique? Ils débarquent dans votre bureau. C'est la seule question qu'ils ont, à vrai dire. Ils ne vont pas vous dire, tiens, est-ce que ça va redessiner leur rapport? C'est juste alors, hein, et Facebook dans tout ça, hein. Et donc vous devez faire à la fois les questions, les réponses, la mise en perspective, alors que vous-même, vous n'avez pas vraiment fait de recherche sur le sujet. Mais le fait est que ces technologies ont provoqué une telle hystérie d'espoir, d'utopie, à la fois de crainte, de tout ça, qu'on est parti dans une dispersion totalement anarchique de commentaires, encore une fois stimulants, intéressants, et qui ne s'appuient que très très rarement sur des recherches empiriques qui a un peu d'assises et qui nous permettent de vraiment comprendre ce qui se passe. Moi, ce qui me chagrine dans tout ça, c'est cette polarisation où en gros on doit choisir son camp. Où on est un sceptique relativiste absolu en disant arrêtez de vous exciter, ça change rien. Où on est dans l'hystérique geek qui pense que les technologies remplaceront tout ce qui préexistait. Et on a l'impression que quand on va avoir une position nuancée entre les deux, on a l'air d'être un Belge, c'est-à-dire le Belge c'est celui qui trouve sur le compromis, ou le Suisse, enfin, ça dépend des versions. Alors en fait, tout notre travail comme chercheur devrait précisément d'apporter de la nuance. Quand un État comme l'État français prend au sérieux la gestion des institutions publiques, ben ça donne le fait qu'il y a des écoles comme l'ENA et d'autres, etc. Je pense qu'au niveau communication, il n'y a rien de tout ça. Comment voulez-vous progresser et professionnaliser les choses si vous n'évaluez jamais ce que vous faites? Et qu'il y a, au niveau des campagnes européennes, je pense qu'il faudrait instaurer une espèce de quota minimum qui consisterait à dire que pour chaque fois qu'on dépense 100 € à faire la communication, il faudrait en dépenser 5
au minimum à évaluer si ce qu'on a fait a été fait correctement. Et ça n'existe pas non plus. Jean-Michel Javot, qui, à la dernière heure, parle de sexe, drogue et rock'n'roll. J'avoue à vous tous, je crois que le titre d'ailleurs du journal et qu'il n'était pas venu pour expliquer tout ça. Il dit que j'ai fumé un peu de cannabis, tout le monde le fait, et qu'il met le pyjama très tôt dans la journée. Est-ce qu'il y a un avenir à la communication politique? Modestement, moi je dis oui. Et j'en suis. À l'époque, globalement, la direction de la communication, la mission principale était d'essayer d'avoir un bon titre et une bonne photo dans le journal. Et alors si on pouvait avoir, surtout pour un président francophone, un bon titre et une bonne photo dans le soir, on avait franchement fait sa semaine, on avait bien travaillé. La pipolisation a pu, pendant un certain nombre d'années, cacher le fait que les décisions étaient peut-être bien prises en partie ou en bonne partie ailleurs que dans le monde politique. Mais aujourd'hui, ce que la communication politique doit gérer, c'est pour une bonne partie, je crois, l'absence de pouvoir. Aujourd'hui, vous lâchez une info à 9h du matin, à 9h10, elle est susceptible de se retrouver sur un site internet, sur un tweet. Parce qu'aujourd'hui, pour exister, en réalité, on ne s'adresse plus tellement aux diffuseurs ou aux récepteurs. On ne demande plus aux gens de savoir si ce que vous dites est juste et bon. On fait en sorte de lancer des balles et de voir qui va les se matcher. Est-ce qu'il y a un avenir à la communication politique? Modestement, moi je dis oui.